Est-ce la fin des tensions dans le secteur forestier et pourquoi rien n'est-il certain pour l'UQAT? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans nos forêts puisque la tension entre le gouvernement Legault et les Premières Nations dans le dossier du régime forestier semble diminuer alors que les discussions ont repris après avoir été suspendues pendant plusieurs semaines. Et Élise, une rencontre a eu lieu hier entre les deux parties pour faire le point sur le projet de loi 97. Oui, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a pu faire valoir sa position à plusieurs ministres, dont celle qui pilote la réforme, Maïté Blanchette-Vézina. Les chefs ont pu rappeler au gouvernement qu'il a maintenant tout en main pour passer à l'action et qu'ils tiennent à 3 demandes très claires, soit le respect des droits ancestraux et des traités, une vraie cogestion entre les Premières Nations et le gouvernement et le retrait du zonage prioritaire en forêt. Lucien Wabanonik, chef de l'Aximon, rappelle qu'on doit bâtir cette réforme avec les Premières Nations et pas sans elles. C'est une réalité historique. Nos territoires n'ont jamais été cédés. On le redit, on le répète. Il faut que le gouvernement puis la branche juridique du gouvernement comprennent qu'on n'enlève pas aucun territoire à personne. Sauf qu'on veut harmoniser au niveau législatif ces droits-là et qu'il y ait un bon voisinage pour tout le monde et puis qu'on puisse en bénéficier tous et toutes. Là. Bon, une fois que ça c'est dit, Élise, comment sont reçues les demandes des Premières Nations? Eh bien, sur les réseaux sociaux, la ministre Maïté Blanchette-Vézina se dit ouverte à une nouvelle approche créative sur les principes fondamentaux pour les deux parties. Le ministre Yann Lafrenière, lui, croit que le projet de loi 97 doit être modifié pour respecter les droits des Premières Nations. Il affirme aussi que l'industrie forestière est prête à collaborer avec elle pour un projet pilote d'aménagement du territoire. Puis, Lucien Wabanonik me rappelait tout de même que ces échanges avec le gouvernement ne sont pas juste politiques, mais vraiment, ils concernent l'avenir des membres de sa communauté. Pour moi, c'est vraiment pour l'avenir de nos enfants. Qu'elles puissent savoir et utiliser un territoire qui est sain, qui est de qualité, où il va faire bon vivre et faire nos activités. Et ça va bénéficier tous les autres utilisateurs. L'obstacle, parce que c'est perçu comme un obstacle par les gouvernements, les droits des peuples autochtones. Mais moi, je pense plutôt que ça vient équilibrer la surexploitation. Les Premières Nations multiplient quand même les moyens de pression pour dénoncer le projet de loi, comme l'installation de barrages routiers au nord du lac Saint-Jean. Dans la région, le lac Simon prévoit une manifestation pacifique en septembre. C'est donc un dossier à suivre. Merci beaucoup, Élise. Au plaisir. Poursuivons dans le monde de l'éducation. À l'approche de sa rentrée en début de semaine prochaine, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue fait toujours face à de certains défis. L'un d'eux, le resserrement des mesures migratoires pour les étudiants étrangers. Le reportage de William Maillet. La rentrée va bon train à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais la réduction des seuils d'immigration vient tout de même compliquer la situation de certains étudiants étrangers. On est dans l'incertitude par rapport à beaucoup de décisions qui sont à venir. On espère pouvoir accueillir davantage d'étudiants internationaux puis que les processus aussi puissent se faire assez rondement parce que ce qu'on observe pour l'instant, c'est des retards dans la délivrance normale, notamment des permis d'études. Le nombre d'inscriptions est semblable à celui de l'an dernier. Mais l'UQAT veut augmenter son bassin d'étudiants lors des prochaines années pour notamment venir pallier au déficit financier que l'institution avait initialement estimé à 3 millions de dollars pour cette année. Pour l'instant, ce n'est pas un déficit de 3 millions qu'on anticipe pour la dernière année, ce sera beaucoup moins. Mais c'est un défi, effectivement, la question du financement des universités, la réalité budgétaire des universités en fonction de la hausse de notre effectif étudiant, de la provenance de nos étudiants aussi. Dans la foulée de la rentrée, le plan stratégique des 5 prochaines années a aussi été dévoilé.
Dans ses grandes orientations, l'UQAT souhaite entre autres faire de la santé régionale un levier de transformation sociale. On parle beaucoup de l'école de médecine qu'on travaille avec l'Université du Québec, mais c'est beaucoup plus large que les soins de santé. Donc, on souhaite vraiment s'attaquer à l'ensemble des déterminants de la santé qui touchent la population. Donc, l'éducation, la culture est importante. Le processus pour offrir possiblement dans le futur un programme de médecine familiale en région est toujours en cours, mais c'est un projet davantage à moyen terme pour le recteur. Au moins les 2 prochaines années, là, pour à la fois bien travailler et consulter l'ensemble des partenaires du réseau de la santé, parce que c'est assez vaste comme partenariat qu'on veut faire. Et donc, il y a cette consultation-là, il y a cet état de situation-là. On veut vraiment réfléchir sur la couleur distinctive que je vous parlais. Faisant partie de sa planification stratégique, l'UQAT lancera au mois d'octobre prochain son premier plan en éco-responsabilité. Pour l'occasion, plusieurs collègues universitaires feront le déplacement jusqu'à Rouyn-Noranda. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours en éducation, avec le retour en classe, certaines familles doivent se tourner vers de l'aide pour obtenir des fournitures scolaires. Eh bien, la Maison Saint-André à La Sarre offre ce service depuis de nombreuses années et Olivier Morin est allé à la rencontre des membres du personnel. C'est depuis un peu plus d'une décennie que la Maison Saint-André de La Sarre vient en aide aux familles pour la distribution d'articles scolaires. Ça a commencé avec le partenariat en 2014 avec l'Envolée Abitibi-Ouest. On était des groupes de partenaires qui voulaient aider les gens là, dans le besoin pour les rentrées plus faciles à l'école. À l'heure actuelle, l'organisme n'enregistre pas d'augmentation au niveau des besoins, malgré le contexte où le prix des fournitures scolaires augmente, mais plutôt une diminution. Et même si les années se suivent, elles ne se ressemblent pas pour ce qui touche les demandes. À chaque année, ça varie. L'année passée, j'en ai eu peut-être une 50aine. Cette année, j'en ai une 30aine. Honnêtement, dans le temps du COVID, on a eu jusqu'à 40, 50 inscriptions là, dans cette période-là. On dirait que c'était un moment plus difficile pour les personnes là, dans cette période-là. Il y a cependant quelques étapes à suivre pour être admissible. Ils viennent me voir avec leur liste de matériel scolaire, puis ils me montrent le revenu pour voir s'ils sont admissibles au projet. Fait que dans le fond, moi, je vérifie tout ça. Puis quand ils sont admissibles, je les inscris. On leur donne un rendez-vous pour qu'ils puissent venir récupérer leur sac après. Le matériel scolaire qui est fourni aux familles est entièrement neuf. Et tout ça est possible grâce à de généreux dons de partenaires permettant de maintenir le service en vie. Des partenaires aussi financiers qui nous aident à donner ce service-là de façon permanente, honnêtement. Ils sont là depuis des années aussi, ces partenaires-là. Donc, on peut acheter là, vraiment des articles neufs pour une belle rentrée scolaire. Le matériel scolaire non utilisé est à nouveau redistribué les années suivantes. De plus en plus, par exemple, on invite à récupérer le propre article scolaire qu'on donne. Fait que donc, ils viennent récupérer seulement les articles scolaires qu'ils ont vraiment besoin au fil des années. Bien que la distribution soit bientôt complétée, l'organisme s'attend à continuer de recevoir des demandes tout au long de l'année. Olivier Morin, RNC Nouvelles, La Sarre. Au sport, des amateurs de moto se donnent rendez-vous samedi pour la 5e édition du Rallye Raid Abitibi. L'événement qui attire plus de 110 passionnés de partout au Québec propose un parcours d'endurance d'environ 8 heures à travers les forêts et chemins variés de l'Abitibi-Témiscamingue. Son président, François Gravel, prépare le trajet des mois à l'avance, testant les sentiers et ajustant le parcours pour s'assurer que tout soit praticable et sécuritaire. Un défi d'envergure qui permet aux participants de repousser leurs limites tout en découvrant les paysages de la région. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec des risques de pluie par endroit. Maximum de 14 degrés pour l'Abitibi et de 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec des maximums entre 26 et 27 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est nuageux avec 60 de probabilité d'averse. Maximum de 23 pour l'Abitibi et de 21 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.